Parlons EPS. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Parlons EPS et aujourd'hui on va parler de l'entrée dans le métier, donc notre année de stage en tant que fonctionnaire stagiaire, en tant qu'enseignant d'EPS. Donc je me présente, Louis Questel, actuellement donc dans les Yvelines et j'ai fait mon année de FSTG l'année dernière dans l'académie de Normandie et aujourd'hui nous avons Léo avec nous. Oui, Léo Martin. Alors en FSTG, dans un lycée polyvalent, donc Académie de Normandie aussi, un grand lycée polyvalent, pour cette première année de stage en tant que prof de PS. Merci à toi. Nous avons aussi Bastien. Bonjour à tous. Du coup, c'est dans un collège dans l'Académie de Normandie sur une année de FSTG également. Et donc moi, Thomas, je suis dans l'Académie de Nice, donc dans un collège situé entre deux quartiers prioritaires de la ville. Donc on n'est pas classé REP, mais ça pourrait l'être. Très bien. Avant de commencer de parler de tout ça, je vous propose de faire un petit jeu avec des dilemmes pour les stagiaires. Le jeu du dilemme. Donc la première chose que je voulais vous demander, est-ce que vous préférez vous avoir quoi, des collègues relous mais des élèves sympas, ou à l'inverse, est-ce que vous préférez avoir des collègues sympas mais des élèves plutôt difficiles? Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Je préfère avoir une bonne équipe avec laquelle on pourra construire des projets ensemble. Il y a une bonne entente en dehors aussi de l'établissement, puis avoir des élèves qui sont un petit peu plus embêtants. Ça reste des enfants, donc je pense que je préfère travailler dans ces conditions-là. Ouais, moi je le vis cette année. On a des élèves pas faciles, mais le fait d'avoir des collègues avec qui tu t'entends bien, ça fait un quotidien où tu as envie d'aller dans l'établissement. Tu peux construire des choses, donc mille fois les collègues. Je suis d'accord. Je pense qu'aussi après, en fonction de à quel moment on en est dans la carrière, je pense qu'il y en a certains des fois quand ils sont un peu plus avancés, des fois ils tendent plus vers des publics un peu plus faciles, des fois quitte à avoir des collègues un peu moins dynamiques, etc. Et je pense que ça peut peut-être évoluer, mais en tout cas pour l'instant effectivement tout le monde est d'accord là-dessus. Deuxième dilemme que je vais vous poser, est-ce que vous préférez avoir un tuteur ultra exigeant mais qui vous fait progresser, ou un tuteur super cool qui vous embête pas trop mais qui est pas tout le temps là? Ok, comme tu m'as demandé pour la question d'avant, je vais répondre en premier. Moi, je suis plutôt dans le deuxième cas, c'est-à-dire un collègue très cool qui me voit déjà comme un collègue. Et donc, quand il vient me voir, c'est vraiment pour avoir un retour extérieur et on discute de lui, ce qu'il a observé et ce qu'il aurait pu mettre en place et j'essaie de l'appliquer. Donc, moi, j'ai besoin plutôt de cette façon de faire plutôt que d'un cadre qui me ferait progresser, mais c'est aussi en lien avec le fait que je prépare la grecque, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps non plus pour faire des prépas écrits, c'est ça que tu parles? Faire des super bonnes prépas très cadrées où je me pose toutes les questions que je devrais me poser. Donc le fait que j'ai pas un gros cadre par rapport à ce tutorat, ça me convient assez bien, ça me met pas de pression, mais par contre quand j'en ai besoin, il est là pour m'aider, donc moi ça me convient comme ça. Moi j'ai une tutrice qui est à cheval entre les deux, ça me convient parfaitement. Après, à choisir dans ton dilemme, ce serait plutôt avoir un cadre assez strict, parce que je trouve que à l'entrée dans le métier, on découvre une nouvelle façon de faire, qui est parfois éloignée de ce qu'on a vu en concours, et avoir un cadre strict, en tout cas pour la première année. Après, on en est débarrassé, mais ça permet de maintenir un cap et d'entrer dans le métier, puisqu'on sait que à l'entrée dans le métier, en fait, la manière dont on va interagir dans son métier, ça va conditionner tout le reste de sa carrière, en grande partie. Pour ma part, actuellement, comme Thomas, j'ai la chance d'avoir un tuteur qui est dans cet entre-deux-là, donc c'est nickel. Par contre, s'il fallait faire un choix dans ce dilemme, je pense que je préférerais avoir plus de liberté. Parce que je pense que ce cadre strict, on l'a déjà eu en licence ou en master, donc on est déjà passé par là pour créer nos prépas, etc. Et là, le fait de potentiellement se retrouver seul et devoir construire, en fait, c'est ça aussi, l'année des stagiaires, elle sert à ça, sur tester des choses, se découvrir soi-même, donc je pense que je préfère cette option, celle-là. Je suis carrément d'accord, et pareil, j'avais eu la chance d'avoir un tuteur qui était vraiment entre les deux, qui était sympa, cool et en même temps assez présent et qui m'a fait progresser. Et moi je le voyais surtout, même des fois à certains moments, comme un soutien émotionnel. Des fois ça se passait mal, ou il y a des choses qui étaient pas super, ou j'étais pas content juste tout simplement de ma séance, et à chaque fois il m'expliquait les choses avec beaucoup de calme, il était cool, etc. Et ça m'a permis de prendre du recul et justement de me donner une bonne dynamique. Et au contraire, justement, je me mettais beaucoup d'exigences et moi-même en fait, et ça me permettait justement de me détendre sur certains points et de quand même progresser, quoi, que ça en devienne pas négatif pour moi. Pour la suite, est-ce que vous préférez travailler en collège REP+, ou à Mayotte? Collège REP+, à Mayotte, personnellement. Parfait, comme Léo. Ok, Nickel. parfait.
Si vous devez choisir, les gars, un des deux. C'est dur de choisir. Mayotte, début de carrière, et plus peut-être après. Écoute, nous, on aura le beurre et l'argent du beurre, donc c'est très bien comme ça. Hein. Pour la petite anecdote, pour les gens qui nous écoutent, du coup, nous avons Thomas et Léo qui vont aller du coup l'année prochaine à Mayotte. Et sûrement en REP+, parce que je crois que c'est la plupart des établissements qui sont là-bas. Ouais, Ouais, beaucoup. pas mal d'établissements, et c'est ce qu'on a demandé en priorité quand même. En plus. Ok. Est-ce que vous attendez à quoi juste par rapport à Mayotte ou même par rapport au REP+, est-ce que... Alors là, un petit peu notre réflexion, elle s'est basée sur le fait que notre vision des choses, du peu qu'on connaît de Mayotte, c'est que quand même il y avait des conditions extrêmement particulières, notamment au regard des indices de positionnement sociaux qui sont extrêmement défavorisés, des conditions d'enseignement très compliquées avec très peu d'installations. Donc peut-être qu'en fait la REP+, pour en avoir côtoyé un petit peu ici sur l'académie normande, on voit que c'est quand même des conditions plus simples, parce qu'il y a des... Avec plus de matériel aussi. Avec plus de matériel, avec moins d'élèves. Donc peut-être qu'en fait, à Mayotte, un REP+, est plus confortable qu'un collège classique, étant donné qu'il y a des contraintes dans tous les cas qui sont énormes. C'est peut-être faux, mais en tout cas, c'est un petit peu la réflexion qu'on s'est fait. Ok. Est-ce que tu veux compléter, Thomas ? Non, ça va être une aventure. Hein. On va apprendre à se débrouiller avec pas grand-chose. Très bien. Et bien, on se revoit l'année prochaine. Autre tu préfères, est-ce que tu préfères avoir 10 inaptes dans ta classe ou 3 balles seulement en tennis de table ? Pour avoir vécu les 3 balles en tennis de table, je pense que je préfère quand même les 3 balles. On trouve des solutions, à part si c'est sur toute une séquence. Là, ça risque d'être un petit peu relou. Mais si c'est sur une leçon, on peut s'organiser. Par contre, 10 inaptes, je pense qu'au bout d'un moment, c'est long. Moi, je pense qu'on peut quand même faire un truc avec un coach personnalisé par élève Ouais, ou etc. Sauf que là, tu vas avoir 3 coachs personnalisés par élève. Et Ça commence à faire beaucoup. Je pense que même, par exemple, pour parler un peu d'inapte, des fois, ça peut être un peu sous-coté. C'est vrai que si tu l'as sur longtemps, je pense que tu peux vraiment le spécialiser dans un domaine. Si, bien sûr, l'élève arrive à suivre et y met du sien, etc. Mais je pense des fois, il y a des moyens de guider les inaptes et de leur donner un vrai rôle intéressant. En tout cas, on pourra en reparler plus tard. Il y a Teddy Mayeko qui avait fait tout un article et une partie de conférence sur ce point-là, sur essayer de revaloriser justement ces inaptes et pour lutter contre le fameux dispensé en EPS. Et ces propositions étaient extrêmement intéressantes, et c'est vrai que ça nécessite un travail. Et en fait, quand on fait les choses bien, c'est vraiment des élèves hyper ressources et c'est extrêmement intéressant. 10 évidemment, là c'était pour faire la blague, mais à choisir, je pense que ça nécessiterait effectivement d'y réfléchir. Ça dépend des inaptes. Évidemment. Moi, je prendrais 10 inaptes, je pense. de la qualité des balles aussi. Important. Tant qu'à une, c'est fini, quoi. Ouais, 3, c'est fini. Dernier point, tu préfères. Est-ce que tu préfères avoir des super installations, mais du coup, tu restes que avec tes collègues EPS dans tes installations, ou est-ce que tu as peu d'installations ou elles sont éloignées, comme Thomas, je crois, il fait pas mal de routes, mais du coup, tu peux voir un peu plus souvent les autres collègues des autres disciplines, un peu plus communiquer avec les autres disciplines. Ouais. Alors, moi, je suis plutôt dans le cas inverse où il y a des super installations, donc forcément, on est amené à y rester, notamment sur les pauses entre les classes. Mais c'est un gros point négatif sur le travail en équipe pédagogique et la connaissance même des collègues. Donc, à choisir, je pense que des installations éloignées ou peu d'installations, mais vraiment une dynamique avec les autres collègues des autres disciplines, à choisir, je pense que je préférerais quand même. Je vais répondre pour cette année. Je pense que cette année, je préfère avoir des belles installations parce que ça me permet de tester certaines activités. C'est plus confortable en fait. Et je me dis que le travail en équipe, alors oui, j'en fais un petit peu, mais peut-être que par la suite, j'aurai plus l'occasion d'en faire. Ça sera plus mûr, je serai plus à l'aise dans mon EPS, donc je pourrais m'élargir un petit peu ça à l'établissement. Donc pour le moment, je préfère être dans des bonnes installations. Moi, je suis dans le constat de j'ai 15 minutes à faire pour aller jusqu'à mes installations. Par contre, on est tout le temps en salle des profs. Et je suis aussi dans une autre région cette année. Je suis arrivé, je connaissais pas grand monde, enfin personne. Donc, pour s'acclimater à un établissement, je préfère largement pouvoir être en salle des profs avec les autres. Et ça permet de créer beaucoup plus de liens plutôt que d'être reclus dans son gymnase. C'est parfois plus confortable, mais je trouve que d'un point de vue pédagogique et la vie dans l'établissement, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, pour la petite anecdote, moi, j'ai l'habitude de manger le vendredi à la cantine et les habitudes vont très vite quand même dans la vie. Donc, je mange souvent avec les mêmes collègues. Et au conseil de classe du deuxième trimestre, donc au mois de février,
je me retrouve à côté d'une collègue qui est Pépé d'une des classes et qui me dit ah c'est toi monsieur Martin, alors que je mange tous les vendredis avec elle. Donc c'était vraiment super drôle, mais c'est parce qu'en fait en dehors de ces temps-là, on les voit pas, on se croise pas et voilà. Ouais, moi pour terminer, moi je suis dans l'entre-deux. En fait, j'ai des super installs, pas besoin de marcher. Et en plus, je suis tout le temps en salle des profs. Donc je vois beaucoup les autres collègues. Moi, je serais un peu plus nuancé parce que en fait, ça dépend de l'équipe. Moi, des fois, même là, j'ai commencé le rôle de PP cette année. Et j'avoue que quand on vient me voir tous les jours pour me dire ta classe, ils sont relous, ou ils arrêtent pas ils font telle ou telle bêtise, ou machin, ah, j'ai eu tel incident, etc. Des fois, c'est bien aussi de couper un peu, d'avoir un moment où on peut parler d'autres choses, parler de sa vie, parler d'EPS, parler d'autres choses en fait que juste les problèmes qui nous sont arrivés dans la journée. Et je trouve que des fois, c'est important et ça fait du bien. Donc en fait, ça dépend aussi de cette ambiance de salle des profs. Des fois, elle est plus ou moins positive ou plus ou moins légère, on va dire. Et je trouve ça plutôt... on s'adapte, on va dire, en fonction de ça. Et à l'instant T, si tu devais choisir dans ce dilemme? Des belles installs, hein, quand même, on privilégie les élèves avant tout. Le moment discussion. Donc pour la suite, j'aimerais bien savoir, pour vous, comment s'est passé vos premiers jours, les premiers moments où vous avez pris vos affaires, vous avez fait votre sac à dos, préparé votre rentrée. Comment ça s'est passé votre première journée en tant que prof? Je prends la parole. Je pense qu'on peut difficilement faire une meilleure première journée que la mienne. Enfin, j'ai eu la chance cette année qu'on me dise première journée, est-ce que tu veux bien accompagner certains élèves aux Jeux paralympiques? Donc forcément, la réponse est oui. Donc le premier contact que j'ai eu avec les élèves dans mon collège... Ça, c'est une sacrée chance. Voilà, c'était ça. Et la chance que j'ai eue, c'est que dans le groupe que j'ai pu accompagner là-bas, il s'est retrouvé que le lendemain matin, pour mon premier cours de prof de PS, j'ai eu des élèves que j'ai eu la veille. Donc forcément, l'entrée en matière est plus facile. Donc pour la première journée, voilà comment ça s'est passé. Ouais. Trop bien. Moi, la première journée, je vais parler de la pré-rentrée, où en fait, je suis arrivé avec tous les collègues, donc on est 5 collègues EPS, et il a fallu faire la répartition des installations et des activités au sein de ces installations. Et en fait, c'était pas la guerre, mais c'était un petit peu le marché des enchères où un tel disait moi je prends ça, moi ça, et moi j'étais au milieu d'un tableau Excel énorme avec toutes les installs et il fallait que je dise ça, et tu t'arrêtais là, Léo tu peux te dépêcher un petit peu, j'étais en folie, il fallait que je choisisse l'activité que j'allais faire au mois de juin avec des classes que je ne connaissais pas du tout dans des installations. J'ai vécu ce moment-là aussi sur un C'était canapé où ils parlaient tous programmation, je comprenais rien aux périodes, à tout, etc. Et j'étais dans le même cas un peu, tu préfères quoi, ça ou ça? On parle de quoi là? Ouais, c'était assez fou. Et après, le premier cours, peu de souvenirs, mais c'était quand même c'était en athlé, donc quelque chose d'assez cadré. Ça s'est plutôt bien passé, mais forcément, il faut que tu penses aux clés, que tu testes les premières clés, les machins, comment ton organisation va être au niveau des vestiaires, le temps, qu'est-ce que tu dis aux élèves, est-ce que tu cadres très fortement au début, est-ce que tu prends pas trop la tête. Voilà, il y a eu des dilemmes par rapport à ça, comment je fais. Ça s'est bien fait au final, mais c'est un petit bouillon quoi, au début. Moi, au début, donc pré-rentrée, somme toute classique, toutes les installations étaient réparties, les emplois étant faits, donc pour ça, je suis vraiment très bien tombé. Le premier lundi, je suis arrivé 2 classes de 4e en demi-fond, sous 30 degrés, sur terrain synthétique extérieur, en plein cagnard. On s'adapte. Ça donne pas un aperçu très positif au début, tu es obligé de faire la police. Toi-même, tu essayes de te rappeler de ce que tu avais prévu dans ta leçon, de te positionner par rapport aux élèves, qu'ils apprennent à te connaître. Donc, c'est pas un moment qui est forcément évident, mais si j'avais un conseil à donner, c'est que tu as eu le concours, maintenant, tu peux que te lancer dans le grand bain et faire tes propres erreurs pour apprendre. J'ai vécu un peu pareil, c'est marrant. Donc au début, la pré-rentrée, ça a été les collègues sympas, etc., répartition, etc. Et la première journée, c'était plutôt une entrée pour les 6e. Et du coup, j'étais présent et pour aider les élèves à rentrer. Du coup, j'étais avec le PP de la classe. Bon, là, c'était un peu... on a lu tout le règlement. Voilà, c'était sympa la journée. Mais après, sur mes premières classes, pareil, demi-fond, plein soleil, il faisait super chaud. Les tondeuses n'étaient pas... Chaud comment en Normandie Non, il faisait chaud quand même. C'était en plein été, un peu pareil. Et il y a des endroits où c'était pas tondu et les tondeuses viennent sur mon premier cours, donc il y a le bruit des tondeuses ambiants. J'avais essayé d'expliquer les trucs, etc. Donc j'essaie de me dépatouiller, machin et tout. Je lance les élèves et il y en a certains qui étaient... il faisait tellement chaud.
Il y en a un, il était pas bien. Je pense qu'il était malade aussi et il s'est retrouvé à vomir du coup en plein milieu du cours. Donc j'ai dû gérer l'élève qui allait voir l'infirmière. J'avais les tondeuses qui sont passées, donc je suis sorti de mon premier cours. Je me suis dit, Ouais, oh, t'es lessivé. bah ouais, C'est ce qu'on j'étais appelle lessivé. Un beau critère de réussite, le vomir. Exactement. Là, je pense qu'il a eu le chapeau l'artiste. Il s'est dépassé. Donc non, mais c'était assez intense. Donc une entrée en matière assez costaud, mais j'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai essayé d'être dans les clous, de tenir ma séance jusqu'au bout, etc. Et puis après, il a fait un peu meilleur niveau temps et la pelouse était tondue, donc ça s'est bien passé pour la suite. Pour vous, un peu, comment ça se passe, vous, dans la vie de tous les jours, pour préparer les séances? Est-ce que vous y passez beaucoup de temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est problématique? Comment ça se passe un peu, vous, cette préparation de séance au quotidien, tout le temps, hors enseignement? Comment vous le gérez? Alors, je pense que c'est pas mal dépendant de l'emploi du temps de chacun. Moi, mon emploi du temps est assez concentré, surtout sur la fin de semaine. Donc, jeudi, vendredi, j'ai un cours le lundi, un cours le mardi et le reste, c'est jeudi, vendredi. Donc, forcément, mes week-ends ou alors mes débuts de lundi, le mardi et le mercredi sont un petit peu les jours qui sont les plus propices à cette préparation. Mais j'ai remarqué, et moi, j'en ai besoin, c'est que je suis beaucoup plus inspiré et beaucoup plus efficace quand je prépare en étant au bahut en fait. Quand je suis dans la salle du gymnase ou quand je suis proche de mes installations, je suis plus inspiré, je suis plus concentré, je suis dans mon truc. T'as besoin de sentir le matériel. Exactement, je suis dans mon environnement en fait. Je suis plus efficace que quand je suis chez moi parce que aussi distraction, etc. Mais puis il y a des collègues qui passent et puis il y a des ressources qu'on a nous, il y a des bouquins de PS, de certaines activités qui permettent d'être plus inspiré. En tout cas, moi, je l'ai ressenti plus comme ça. Là, je suis plus efficace quand je suis dans l'établissement. Ouais, comme tu disais, Léo, l'effet emploi du temps joue quand même pas mal. Parce que moi, au contraire, je bosse du lundi 8h jusqu'au vendredi 17h, mais en faisant 4 heures de cours par jour. Grosso modo, je cours le lundi de 8h à 10h. J'ai un creux, je reprends à 15h, je finis à 17h. Et ça quasiment tous les jours. Donc forcément, ça m'invite à travailler dans l'établissement. Au début de l'année, j'étais quand même pas très content de cette organisation-là, mais en fait, sur une année de stage, je trouvais ça bien parce que ça me permet de pas enchaîner 2 cours d'affilée. Je le fais qu'une seule fois dans la semaine. Ce qui me permet je sors de mon cours, je peux faire un bilan de ce qui s'est passé dans mon cours. J'ai le temps de préparer le cours suivant. Je peux aller voir mes collègues pour m'en inspirer. Parce que moi, la construction de mes cours, je la fais en m'appuyant sur différentes choses, sur aller voir les collègues, en discuter entre nous sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, on échange par rapport à ça, regarder des vidéos sur YouTube. En fait, il y a plein d'autres informations qu'on peut avoir sur Internet, donc j'ai des gros temps libres qui me permettent de préparer mes leçons de cette manière. Et quand je rentre chez moi, l'avantage, c'est que j'ai moins besoin de reprendre tout ça. Donc au début d'année, je prenais beaucoup de temps. Donc t'es un peu pareil, tu chez fais moi. tout là-bas, c'est ça? C'est ça. Au début d'année, je faisais ça. Et là, maintenant, en fait, je fais tout dans l'établissement. Par contre, je prends quand même le temps, parce que ça me tient à cœur, de rédiger correctement toutes mes leçons. De l'échauffement jusqu'au bilan de ma leçon, tout est rédigé pour garder une trace, soit pour moi, soit pour le partager entre nous, tout simplement. Et ouais, ça m'aide pas mal. Et toi, Thomas? Moi, j'ai pas de creux dans mon emploi du temps. Je finis assez tôt, à 15h30 tous les jours. Donc ça, c'est pas mal. Pépite. Après, ouais, c'est bien. Je préfère finir tôt. Mais donc, je travaille chez moi. Après, il y a forcément la première année, on va pas se mentir, c'est quand même une grosse charge mentale. Donc, sur ton temps libre, tu reviens au gymnase pour aller voir ton matériel, tes plots. Tu vas te réparer ton poteau de volley parce que y a eu le club qui est passé, il est à moitié cassé. Tu vas réparer tes raquettes etc. Donc, je suis assez comme vous. J'aime bien avoir mon matériel, voir de quoi je dispose. Et par contre, je le fais chez moi. Un peu pareil, moi aussi, je fais tout chez moi et de temps en temps, je travaille au bahut, mais ça reste assez occasionnel, on va dire. Moi, j'aime bien travailler chez moi parce que j'aime bien effectivement avoir des pauses entre les cours et le moment où je prépare pour penser à autre chose et pouvoir revenir dessus avec la tête un peu plus fraîche et avoir un recul un peu sur ce qui s'est passé, les choses bien, les choses pas bien, etc. Et autre chose, moi, c'est je prépare donc ma séquence et mes évals à l'avance, mais par contre, les séances, des fois, le détail des séances, des fois, je me laisse un peu, on va dire, un peu le dernier moment pour la préparer, parce que sinon, je change beaucoup d'avis, en fait, en changeant ce que j'ai à faire par rapport à telle ou telle discussion. Et j'essaie de parler pas mal avec mes collègues avant de préparer mes séances, surtout si eux, ils ont déjà vécu plusieurs fois les activités pour essayer de faire un truc un peu adapté directement. Et dernière chose, moi, pour préparer les séances, j'utilise maintenant cette année l'outil Notion. Je sais pas si vous connaissez, c'est une application. Et en fait, ça me permet de faire un calendrier
Et sur chacun de ces calendriers, j'ajoute chacune de mes séances avec le numéro de la séance, etc. Et ça me permet de calculer sur la séquence, par exemple, si tel jour il y a des absences, etc., je le vire. Et ça me met le nombre de séances qui me reste à faire. Enfin, et ça me permet d'avoir un suivi un peu mieux, un calendrier. Je trouve ça un peu plus clair, moi en tout cas, pour voir où j'en suis dans mes séances et ce qui me reste à faire. Je sais qu'il y en a certains qui, j'avais déjà vu utiliser Idoceo même pour les prépas de séances avec calendrier, etc. Je sais pas vous comment vous faites. Est-ce que vous utilisez Word Alors concernant ça, ouais, je voulais rebondir, bien joué. Moi je suis un peu à l'ancienne, c'est que j'ai mon cahier. Crayon papier, quoi. Ouais, moi j'ai mon cahier, mon stylo et je fais ça là-dedans. J'utilise le numérique pour faire mes fiches évidemment, mais ouais, je suis pas mal sur ce format-là. J'avais essayé un petit peu Notion, mais ça me parlait pas, puis j'ai pas pris le temps de. Non, c'est pas facile d'accès comme outil, mais une fois que tu as fait dans le calendrier, que tu as réussi à importer des pages, etc., après ça peut. Ouais, ça, je pense que j'aimerais plus tendre vers effectivement un suivi un peu plus précis que juste être dans le cahier, parce que ça suit, tu as la leçon 2 qui est 8 pages avant la leçon 4. Enfin, c'est un petit peu le bazar, honnêtement. Mais je sais pas, moi je préfère ce format-là en tout cas pour réfléchir juste à la leçon d'après, mais ça nécessiterait d'utiliser de meilleurs outils. Ouais. C'est vrai que de ce côté-là, moi j'ai un double fonctionnement. Je fais pareil, papier, crayon au début pour faire mes petits brouillons, puis après je retape tout au propre sur l'ordinateur. Donc je prends, surtout en début d'année, j'ai perdu un temps monstre avec ça. Là maintenant ça va beaucoup plus vite, j'arrive à faire tout sur le PC. Mais va falloir que je m'améliore sur ce point-là pour gagner en temps de prépa. Le nerf de la guerre, c'est avoir son évaluation. Et puis après, le Ouais, je reste, suis d'accord. on fait au feeling. C'était un ancien tuteur qui nous avait dit ça, essayer de partir, de créer votre évaluation avant pour savoir où vous allez et ensuite essayer de construire un peu tout le reste autour de ça pour ok, on veut arriver là-bas et ensuite on essaie d'apprendre. Bien sûr, cette évaluation peut être adaptée en fonction du nombre de séances qu'on a eues, de plusieurs choses, etc. Mais c'est bien de savoir un peu vers où on veut aller avant de commencer la séquence. Petite question, vous, sur les gestions de classe, comment ça s'est passé? On sait que ça peut être un point vraiment important sur comment gérer la classe. Des fois, ça peut être un peu compliqué. Je trouve qu'en formation, c'est pas forcément des sujets qu'on aborde énormément, nous. On est plutôt sur du PEDA, DIDA, mais on n'est pas trop sur vraiment la gestion de classe. Est-ce que vous avez eu des problèmes à gérer? Comment ça s'est passé? Alors moi, la richesse, mais en même temps la difficulté que j'ai, c'est le lycée polyvalent, c'est-à-dire que ça va de CAP à terminale générale. Donc c'est cliché, mais c'est quand même le jour et la nuit. En tout cas, c'est différent, très différent sur l'organisation, la passation de consignes, l'autonomie des élèves. Donc sur ça, beaucoup de richesse, mais une difficulté quand même à stabiliser des choses parce que ça prend plus de temps forcément, étant donné qu'il y a un public beaucoup plus hétérogène. Les difficultés que j'ai eues, ça peut être sur un petit peu les règles de fonctionnement. Est-ce que je laisse une certaine autonomie du temps passé au vestiaire? Est-ce que je leur permets d'aller boire? Est-ce que je leur permets d'aller au vestiaire? Pour être tout à fait honnête, en fait, je suis encore en test sur des choses. Des fois, je dis oui, parfois je dis non. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Ça peut surprendre, mais je me laisse une marge de liberté et de cohérence surtout. J'ai pas envie d'avoir un cadre trop important et trop imposant qui peut perdre en cohérence et qui peut, si je le casse, créer de la dissonance chez les élèves. Mais en même temps, j'essaie de pas être non plus trop laxiste parce que sinon, ça perdrait en crédibilité auprès des élèves. Donc, j'essaie d'avoir un cadre assez large, flexible en fait, mais sur la gestion de classe, effectivement, et puis d'une semaine à l'autre, et parfois il y a des élèves qui sont pas là, et tu as l'impression que la séance elle est beaucoup mieux, et puis des fois ils sont là, et puis ça se passe bien aussi, enfin voilà, il n'y a pas de règle, je trouve. Au niveau de la gestion de classe, ouais, on est vraiment encore en test. Enfin, moi je le vois, j'ai un fonctionnement qui rejoint le projet d'EPS en fait. Enfin, sur les oublis de tenue par exemple, il y a un certain nombre de jokers tolérés, puis après ça passe à l'observation. Donc ça, j'essaye de me caler avec ce qui est mis dans le projet EPS, mais après derrière il y a des routines. Enfin, moi, je vois que mes petites classes, 6e, 5e, je commence mon cours avec une météo du jour. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sortis des vestiaires, ils s'assoient devant le tableau, je leur demande comment eux ils vont aujourd'hui, quelle est leur météo du jour de la classe pour prendre l'ambiance. Ils vont peut-être me dire qu'ils sortent d'une évaluation ou qu'après ils ont une évaluation, donc c'est un peu stressé, donc c'est bien de prendre la température de la classe. Et après, je leur donne maths, météo du jour, savoir si aujourd'hui c'est grand soleil, c'est-à-dire que big smile et ça va, ou si je suis un peu fatigué. J'ai l'impression qu'ils sont assez empathiques, enfin qu'ils en prennent compte. Donc ça, je trouve ça bien. Ça fonctionne avec les petites classes. 4e, 3e, j'ai essayé. Ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est des tests. Après, sinon, j'ai des routines par APSA aussi. Si je prends l'exemple en agrosport, ils savent que quand ils sortent des vestiaires, il faut installer les tapis. Une fois que les tapis sont installés, on s'assoit dans le tableau. En basket, c'est notre routine. Ils savent que quand ils sortent des vestiaires, la cage de ballon est sortie, les paniers sont baissés. Ils ont 10 minutes où ils peuvent aller tirer. S'ils mettent 10 minutes à changer,
ils n'auront pas touché un ballon avant le début du cours. Donc c'est des tests comme ça, mais j'ai pas de routine bien déterminée encore pour le moment. Bah moi, avec le public que j'ai, il n'y a pas de temps mort. Tout est pré-mâché à l'avance. S'il y a un travail, il est cadré de bout en bout, que ce soit de la prise en main jusque à ça sonne et ils sortent de mon cours. En fait, tout est cadré. La classe va au même endroit, au même moment. S'il faut aller boire, c'est tous au même moment. Ils ont 2 minutes, c'est 2 minutes top chrono. Le chrono, il est en marche. Il n'y a pas de temps d'arrêt. S'il y a des matchs, tout est prévu à l'avance, toutes les fiches. Il n'y a rien sur place qui doit être fait. Les équipes, elles sont prévues à l'avance. Tu les remodifies à la marge, mais voilà. Les plots dans ta leçon, ils bougent quasiment pas. Tout est très cadré. À l'intérieur, tu peux être un petit peu plus souple. Louis, on avait un tuteur qui nous le disait, mais c'est cadre rigide, intérieur souple. Et le cadre, il est très rigide. Au début de l'année, c'est pas facile de le tenir. On essuie des leçons qui sont pas forcément hyper satisfaisantes parce que les élèves ne font que tester. Mais finalement, à cette période de l'année, en mars, tu commences à avoir des bons résultats. Moi, je trouve que c'est un sujet vraiment, quand j'ai commencé mon année, où je trouve qu'on en a très peu parlé avant sur la gestion de classe. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir dû apprendre un peu sur le tas. Au début, en fait, on sort du concours, je trouve que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, et on dit quelque chose et on a l'impression qu'ils vont tous le faire. Et pas du tout, en fait. Moi, il y a une phrase qui m'est restée, c'est les libertés qu'on laisse, souvent, les élèves vont les prendre, en fait. Bien sûr, en fonction de certains publics, etc., il y a plus ou moins de difficultés, mais en fait, il y a plein de petites choses où je pensais pas que j'aurais autant de temps à passer sur justement la gestion de classe, etc. Donc j'ai dû réfléchir à des choses. Et moi, j'ai dû carrément, au début, me cadrer moi-même pour savoir à quel moment, je me dis, mais en fait, à quel moment, là, il a fait une bêtise qui vaut une croix, ou là, il a une bêtise qui vaut 1 heure de colle, etc. Je savais pas à quel moment je devais sanctionner ou valoriser un comportement. Enfin, c'était un peu flou pour moi. Et donc, j'ai carrément fait une hiérarchisation avec des couleurs, en fait, au début, pour dire, tout le monde commence dans le vert. Si jamais tu fais une bêtise ou un problème, je viens te voir, tu passes dans le jaune. Donc je te fais un rappel, mais t'es pas puni pour l'instant. Si par contre je viens te voir une deuxième fois dans la séance, là tu passes en orange et là tu vas t'asseoir 10 minutes de côté. Et si jamais j'ai encore quelque chose à te dire, là tu passes dans le rouge. Et si t'es dans le rouge, là je te mets une observation ou 1 heure de colle en fonction de la gravité de ce qui a été fait. Mais en faisant ça, j'ai réussi un peu à me cadrer sur à quel moment faut reprendre tel ou tel comportement. Je pense que moi je suis en collège, donc j'ai eu un peu plus de problèmes peut-être à gérer là-dessus. Et encore une fois, après je me suis petit à petit, je me suis on va dire adapté aussi à certains publics. Là par exemple dans mon nouveau bahut, je fais pas forcément ça parce que de moi-même, en fonction de la gravité de ce qui a été fait, je sais directement si je dois punir fortement ou pas fortement, comment appréhender les choses. Et même savoir parler en public, c'est important. Des fois reprendre quelque chose, des fois c'est bien de le faire que avec l'élève à un certain moment, mais il faut savoir trouver les bons mots, dire les bonnes choses pour le faire réfléchir, etc. Et il y a des moments, faut le prendre devant tout le monde et faut avoir de la répartie. Dans ces moments-là, faut savoir comment intervenir. Et tout ça, je pense que ça s'apprend. C'est comme l'autorité, en fait. On a l'impression que c'est inné, mais en fait, la gestion de classe, pour moi, ça s'apprend. Il y a plein de petites astuces qu'on peut avoir. Et ça, c'est en discutant avec les collègues, en voyant certains collègues qui, des fois, on se dit « Oh, il est trop charismatique, lui ». Mais en fait, tout ça, c'est plein de petites astuces. C'est des choses où, en fait, c'est en faisant ce petit élément, le reprenant à ce moment-là, en utilisant les mots justes, etc., qui donne ce charisme et qui fait qu'on a envie de l'écouter, de respecter le cadre. Moi, je vais juste rebondir sur ce que tu disais sur le code couleur. Et peut-être que ça fera des transitions avec la suite, mais moi, ça m'a beaucoup aidé pour la gestion de classe parce que moi, je fais vert, orange, rouge. Le orange, c'est le joker. Je les reprends une fois. Par rapport à un comportement qui va pas, qui n'est pas dans le cadre, il bascule dans le orange. Une deuxième fois, c'est dans le rouge, et rouge, c'est la sanction. À chaque début de leçon, ils sont tous dans le vert, parce que je ne peux pas les pénaliser pour quelque chose qu'ils ont fait la semaine dernière. Il faut que tout le monde entre dans la leçon de bonne manière. Mais par contre, pour en avoir discuté avec des élèves, un petit peu, ça leur permet d'avoir une gradation et d'être prévenus quand ils dérapent. Et parfois, il y a des élèves qui se plaignent dans certains cours d'avoir une sanction qui tombe Ouais, ils tout de comprennent suite, pas pourquoi. mais ils comprennent pas, alors que là ils voient leur comportement se dégrader et ça en devient presque un jeu parfois où t'as basculé dans le orange et en fait ils arrivent à se calmer.
Et tu arrives à un stade de l'année où ils basculent dans l'orange, mais il y en a très peu qui basculent dans le rouge parce que c'est que les élèves qui dysfonctionnent vraiment. Et moi, justement, pour rebondir là-dessus, moi, ce que j'avais fait un truc sur ce système de couleurs, c'est qu'il pouvait aller dans les deux sens. Si par contre, tu te remettais à travailler et que tu faisais les choses bien, bah là, tu pouvais réaugmenter ta couleur. Et ça, je trouvais ça intéressant pour les élèves de se dire, je peux me racheter une conduite, en fait, si jamais j'ai pas respecté les règles. Si j'essaie de bien de me tenir derrière, je peux me racheter une conduite, tout simplement. Après, il reste des gestions de classe, c'est des incontournables sur la passation des consignes. Bon, bah, si on est en badminton, en tennis de table, on fait poser les raquettes ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut servir pour éviter C'est le genre de petits détails, des fois, qui ont une grande importance, même par exemple des ventilations, des bruits de tondeuse, etc. Ouais. Tous les bruits environnants, plein de choses comme ça. Des fois, en fait, ça, c'est avec le temps, les expériences, ces petits détails, je trouve qu'ils sont importants. C'est sûr, les faire asseoir, le fait aussi de pas parler plus fort que les élèves, en fait, on peut se taire. Et au bout d'un moment, ils vont finir par se taire. Dans mon contexte d'établissement, ça fonctionne généralement comme ça. Donc après, il n'y a pas besoin de donner de l'énergie, on peut parler assez calmement. Et il y a quelque chose que j'ai essayé aussi avec quelques-unes de mes classes, c'est quand il y a un élève qui est trop agité, qui vraiment n'écoute pas les consignes, je le laisse prendre ma place. Et je lui dis, fais le cours à ma place, vas-y. Donc au début, il dit, non, je fais, si, vas-y, je m'assois à ta place, et toi, lève-toi, donne cours. Et en fait, ils se rendent compte que ce qu'ils font, c'est désagréable parce que moi, je joue leur rôle, je parle avec les autres, je gesticule dans tous les sens, et ils aiment pas trop. Donc, c'est courageux de faire ça, parce que s'il prend le truc premier degré... Alors, je le fais pas avec tous les élèves, je choisis. Voilà, mais ils se rendent un petit peu compte de leur comportement et après ils se calment sur les prochains cours. On avait une demi-journée sur les micro-gestes professionnels où en fait on a le langage non verbal qu'on pouvait utiliser, qui parfois est inné, inconscient, et qu'on essaie en fait de se servir comme un véritable outil professionnel pour se faciliter la tâche, améliorer la passation de consignes et évidemment améliorer la réussite des élèves. Et ça passait par des choses toutes bêtes, mais le fait de continuer sa passation de consigne, mais juste se déplacer vers l'élève qui était perturbateur, ça pouvait aider, ou de faire une routine avec un geste de la main, un décompte pour dire là, dans 5 secondes, si tu t'arrêtes pas, je continue à faire mon 3 de 1, et si tu arrives à 1, là, ça va barder pour toi. Et en fait, c'est des petits gestes comme ça qui, effectivement, on ne les apprend pas en formation. En tout cas, pas pour la formation du CAPEPS, de la préparation au concours, mais qui, en fait, peuvent avoir toute leur utilité et, en fait, gagneraient à être conscientisés. Et moi, je pense que c'est important surtout d'en parler. Parce que je trouve qu'il y a un non-dit des fois aussi sur j'ai une séance, ça a été le bordel. Des fois, ça arrive en fait d'avoir une séance où on a l'impression d'avoir pris le bouillon, que c'est parti dans tous les sens, qu'il y a un élève, il a dit un truc, ça nous a pas plu. Et en fait, des fois, le fait d'en parler, d'assumer, pas de garder que pour soi, c'est bien non plus, pas de alarmer tout le monde à chaque fois, mais de temps en temps, s'il y a un truc qui nous convient pas, etc., des fois d'en parler, de se dire comment je peux faire pour améliorer mon autorité ou ma gestion de classe, etc. Et le fait d'en discuter, que ce soit un vrai sujet, ça permet aussi de progresser, de décomplexer et de dédramatiser les choses, je pense. Oui, puis en plus de ça, là nous on arrive dans un établissement, on connaît pas spécialement les élèves, sans donner de prénom ou de niveau de classe spécifique, il y a des élèves avec lesquels c'est potentiellement un petit peu plus difficile parfois, et d'en discuter avec les collègues, dire un tel c'était comme ça ce matin, en fait il a sans doute eu l'année d'avant ou il y a 2 ans, donc il connaît l'élève en fait, il sait ce qui fonctionne avec lui, ce qui fonctionne pas trop, donc pour certains c'est directement appeler les parents, ça fonctionne très bien, pour d'autres il y a d'autres moyens, donc le fait d'en discuter ça te permet de mieux appréhender. Tout à fait d'accord avec toi. Donc pour la suite, comment vous s'est passé du coup donc là on a vu un peu la gestion de classe, là j'aimerais bien savoir vos relations dans l'établissement, comment ça s'est passé un peu avec l'équipe EPS, votre intégration, les autres collègues, la direction ou même peut-être les inspecteurs hein, dans certains cas, si certains se sont déjà fait inspecter pour vous. Inspection, il n'y a rien globalement à redouter. Hein. Nous, dans l'académie de Nice, on est inspecté pour la titularisation et c'est une leçon comme les autres. Ils sont surtout là pour donner des conseils, donc c'est jamais un très mauvais moment. Il peut y avoir des petites adaptations à avoir. Moi, j'ai eu ça pour ma leçon d'inspection, mais c'est jamais méchant. Après, pour les relations dans l'établissement, on en revient à la discussion de tout à l'heure, mais être présent dans l'établissement souvent, se porter volontaire pour certaines instances, par exemple nous, les conseils de discipline, le CA, la commission hygiène et sécurité, c'est des choses auxquelles je participe et qui permettent de t'intégrer, de faire valoir ta vision dans l'établissement, même si pour l'année de stage, on n'est là que 1 an, c'est difficile, on ne se projette pas forcément à long terme,
mais ça permet de faire valoir ses qualités d'enseignant, de discuter avec les autres enseignants. C'est hyper important, je rebondis sur ce que vous disiez, pardon, mais parfois on a un élève un peu compliqué. Mais en discutant, on se rend compte que il est compliqué dans toutes les disciplines. Et ça permet d'un peu dédramatiser plutôt que de se dire en fait, j'ai cet élève-là qui pose problème, peut-être que dans d'autres cours il est nickel, c'est moi ou pas, et de se positionner un peu à l'intérieur de l'établissement, pédagogiquement, par rapport aux élèves. Tu peux compléter aussi, Louis, je sais pas si tu as des... Moi, du coup, moi, j'ai pas eu d'inspection en fait. Moi, sur mon année de titularisation, c'était le tuteur et le chef d'établissement. Donc, c'était un format un peu moins formel, on va dire. Mais même quand on a vu les IA et PR, à chaque fois, c'était intéressant, en tout cas pour moi, de voir les attentes qu'ils avaient envers les collègues sur le terrain, de nous dire leur point de vue. Et surtout, ils nous ont appris pas mal de choses. Moi, en tout cas, en formation, on pouvait parler de pas mal de sujets. Ils essayaient vraiment de nous guider pour... je voyais plutôt ça une relation vraiment d'apprentissage plutôt que pour nous sanctionner. Et ensuite, l'intégration au sein de l'établissement, moi, ça s'est plutôt bien passé avec, à chaque fois, mes collègues EPS. Je suis tombé surtout sur des bonnes équipes, très sympas, très à l'écoute, qui voulaient que je me sente bien, qui voulaient que je trouve ma place. Et ça s'est super bien passé. Dans les autres disciplines, j'ai fait des super rencontres, des gens qui faisaient des trucs super dans certaines disciplines. Et parfois, j'ai vu d'autres enseignants qui étaient... on va dire un peu moins avenants et qui restaient un peu sur leur format de pratique et qui s'ouvraient un peu moins aux autres et qui, dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait les gêner, n'hésitaient pas à le dire. Donc c'était toujours un peu plus compliqué ce genre de relation avec des collègues un peu comme ça. Par contre, il y a quelque chose que j'ai essayé de faire sur mes deux établissements, c'est d'essayer de créer une relation positive avec tout le monde dès le début. Aller les voir pour juste parler, m'intéresser à eux, etc. Essayer de vivre des moments un peu positifs parce que je savais que tôt ou tard, un moment, j'irai peut-être les voir pour leur dire quelque chose de négatif parce que avec tel élève ça va pas ou parce que j'ai besoin d'eux pour quelque chose. Et je voulais que la relation que j'ai avec tous mes collègues soit d'abord positive pour que en fait, si jamais j'ai un problème, ça se dégrade pas forcément. Je sais pas si vous êtes. Ouais, c'est intéressant. Alors moi, en EPS, ça s'est bien passé aussi, très bien passé. Et effectivement, le fait de se dire qu'on est là que 1 an, il y a un aspect, on va se dire je vais pas mettre un coup de pied dans la fourmilière s'il y a des choses qui me déplaisent. Je vais essayer de prendre le maximum en fonction du point de vue, des convictions, de l'expérience de chacun, d'être un petit peu... moi, je me suis mis un petit peu au milieu des discussions et essayer d'aller chercher ce que je pouvais dans chacun des collègues et puis leur apporter, moi, mon point de vue aussi en tant que très jeune prof. Et cette équipe, après, pédagogique et éducative, comme tu as dit, Louis, c'est hyper intéressant d'y aller, en fait, de faire l'effort, vraiment de sortir de sa zone de confort et de dire allez, je vais aller faire l'effort de me présenter, d'essayer de connaître un petit peu, ne serait-ce que la discipline, mais un petit peu quelle classe, est-ce qu'on a des classes en commun, depuis combien de temps le collègue est là, et d'avoir déjà une mini-relation, un point d'ancrage qui permet de dire que des fois, ou alors par la suite, si on allait avoir besoin d'eux sur des choses positives ou négatives, on allait pouvoir arriver sans paraître comme quelqu'un qui juste est là pour son intérêt. Et pour ça, justement, je trouve que les moments, par exemple, si jamais il y a des moments un peu conviviaux qui sont proposés, il faut y aller, je trouve, c'est vraiment un super moment. Nous, des fois, on a eu des soirées badminton, même des soirées de fin d'année, soirées de Noël, etc. Tous ces moments-là, je trouve qu'ils sont super importants parce qu'en fait, c'est le moment où on peut aller discuter avec les autres collègues d'autres choses et c'est ce moment-là qui nous permet de créer une relation. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de ne pas juger. Nous, on arrive du concours, on a eu le concours, on est encore très dans les textes, dans ce qui est attendu. On a des collègues qui ont beaucoup de bouteilles, qui sont sur le terrain depuis des années, qui ont trouvé un fonctionnement qui leur convient, qui connaissent l'établissement plus que nous. Et parfois, on a envie un peu de révolutionner le truc, de changer un petit peu. Et en fait, c'est le juste milieu, il se trouve entre les deux. Nous, on a un apport théorique, mais les collègues qui sont là, ils ont beaucoup plus d'expérience. Et parfois, on se dit, mais en fait... qu'est-ce qu'ils font? Et c'est quelque chose qui fonctionne sur le terrain. Je vois, moi, dans un contexte pas forcément évident, et en fait, j'ai appris à mettre de côté un peu certaines choses et me dire leur fonctionnement, s'ils le font, c'est que c'est ce qu'il y a une bonne raison. Et souvent, je suis d'accord avec toi, des fois, je ne savais pas pourquoi ils faisaient telle ou telle chose. Et en fait, en étant dans le milieu, en ayant les élèves et en voyant comment ils fonctionnent, je me dis, ah ouais, en fait, ce qu'ils font, ça marche. Et ils ont raison. Et des fois, j'ai fait comme eux sur certains points.
Il y a une phrase qu'on nous a répétée en formation, on a pu en discuter dans notre premier épisode sur la préparation au concours. Quand on préparait l'oral 3, on disait qu'il ne faut jamais agir seul. Et en fait, je m'en suis encore plus rendu compte cette année, que ce soit en EPS, on va discuter avec l'équipe EPS. Moi, les personnes avec qui j'échange beaucoup cette année, c'est la vie scolaire. Que ce soit les CPE, les AED, on est en perpétuel contact avec eux, la direction également sur certains points. Et j'essaye de... Je pense qu'avec les collègues de discipline, je pourrais encore plus pousser ça, aller les voir, etc. Mais ça, je me suis mis en leitmotiv dans la tête, c'est pas être seul, en discuter avec tout le monde dans l'établissement. Et les différents événements aussi, ça nous permet de voir les parents, de voir les élèves dans d'autres contextes. Et ça, les élèves, ils nous le rendent après, derrière, en cours. Ils sont contents de nous avoir vu un spectacle, du théâtre, du chant. Et, Au Paralympique. Au Paralympique. Et les parents aussi, quand on les appelle pour dire voilà, avec votre enfant, il s'est passé ça, on les rappelle 3 semaines plus tard en disant maintenant c'est mieux, il se comporte bien, mais ils sont contents qu'on assure un suivi pour l'enfant. Et Qui est du contact, c'est ça. des relations. Très bien, merci les gars. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, votre réussite de l'année, des choses sur lesquelles ça vous a marqué, on va dire, un peu positivement? Ouais, je pense qu'il y en a plein. Moi, je vais parler d'un point de vue prof de PS et d'un point de vue plus global prof. Je trouve les super réussites qui sont matérialisées, c'est les réussites en escalade. L'élève qui en fait avait peur au début de la séquence et qui, au bout de la 4e, 5e, 6e leçon, il arrive en haut du mur et là, ouais monsieur, il crie dans le gymnase, ouais je suis en haut du mur. Là tu le regardes, et puis t'as tout le monde qui applaudit. Ça c'est génial, tu te dis effectivement, j'ai réussi à lui donner accès à cette réussite, à cette expérience hyper marquante, super positive et je trouve que c'est des moments qui sont C'est géniaux. valorisant. Ouais, c'est génial. Et plus en tant que prof, c'est quand un élève se sent en confiance pour venir te parler et se confier un petit peu sur son état d'esprit du moment, sur ses questions d'orientation, sur ces questions en fait de la vie. Et faut pas que ça soit trop, mais je trouve que c'est un point en tant qu'humain qui est extrêmement valorisant aussi quand l'élève il réussit à te confier quelque chose de fort pour lui. Ça veut dire que tu as créé une bonne relation avec? Exactement, et que tu réussis en plus par la suite à avoir un suivi et que tu vois que ça s'améliore. Ça, c'est, je trouve, vraiment génial. Je te rejoins totalement sur tes 2 points là, Léo. C'est les plus belles réussites auprès des élèves, c'est celle-ci. Mais si je dois ajouter une réussite, ça serait plus une réussite personnelle en me disant que je suis content d'être sorti du concours et de faire ce métier. Pour moi, ça c'est une réussite de me dire j'ai fait un bon choix d'orientation et j'ai envie d'y retourner demain, le surlendemain. En fait, ça c'est quand même un gros point important parce qu'on est content de faire notre métier. Carrément d'accord avec toi. Et même moi, l'année de FSTG, quand je me levais le matin, le réveil était beaucoup moins dur. Parce que je savais ce que je faisais et que j'avais envie d'être là. Et en fait, c'est bien d'avoir ce... Avant, j'attendais les prochaines vacances ou j'attendais le prochain truc. Et en fait, à partir de là, en tout cas, moi, j'étais plus heureux, en tout cas dans mon quotidien là-dessus sur le FSTG. Je te rejoins là-dessus. Chose, Moi, ce serait pareil, personnel et professionnel. Personnel, on en parlait en off, mais c'est d'avoir un équilibre entre sa vie perso et pro. C'est d'arriver petit à petit à trouver une routine de travail qui te permette d'être efficace, de te renouveler et te dégager un petit peu de temps à côté. Et d'un point de vue pro, c'est vraiment avoir ton cadre qui est installé, qui fonctionne, tes routines de travail, pouvoir travailler dans la bonne humeur avec les élèves. Parce que mine de rien, au début, on en a parlé, mais il n'y a pas toujours des leçons qui sont évidentes. Tu rentres de ta journée, tu as dû faire la police pendant 4 heures, 6 heures, bon voilà. Et à partir d'un certain moment, tu as des relations qui sont beaucoup plus pacifiées avec les élèves. Ils te comprennent, ils voient que tu les prends pas pour des imbéciles. Donc tu commences à avoir vraiment des échanges qualitatifs et apprendre d'eux aussi. Moi, si j'ai une réussite à donner aussi, c'est surtout dans le CA2. Par exemple, j'ai appris à un élève à faire du vélo. Il était en 5e, il me disait non, je sais pas faire de vélo, vous ne m'apprendrez pas, etc. Et au bout de 3 séances, il savait faire du vélo. Donc c'est le genre de truc où je sais que ça l'a marqué parce que j'avais vu la maman qui m'avait dit maintenant il fait tout le temps du vélo dans le jardin, etc. Il est tellement content, etc. Et même par exemple avoir appris à certains élèves à nager, pareil, c'est une super réussite. On sait qu'ils ont le sourire et on sait que ça va les marquer parce que savoir nager c'est quand même super important en tout cas. Ouais, tu as des grosses réussites marquantes comme ça de temps en temps, tu t'en rappelles, autant que les élèves. C'est comme quand tu fais une activité. Enfin là, moi je vois en basket, j'ai des élèves qui m'ont dit ouais monsieur, l'année prochaine je m'inscris au basket parce que c'était trop bien. Et même là en cours de saison, ils se sont inscrits au club. Ouais, c'est valorisant. Je dis qu'on a réussi au moins une petite chose quoi. Exactement. Alors on va pouvoir passer à la suite. On va faire un petit jeu maintenant. Il va falloir nous donner une vérité et un mytho. Une vérité versus un mytho. Et on va essayer de deviner laquelle est laquelle. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer ?
Je peux commencer. Vas-y Léo. Je commence par laquelle, la vraie ou la fausse? J'allais faire la même fan. Petite blague. Alors, première anecdote. Début d'année, j'arrive directement de chez moi vers le stade. J'attendais des élèves de niveau CAP pour faire donc 3 fois 500. Donc, nécessité d'avoir les clés des vestiaires du stade. Et j'arrive et je me rends compte que je n'ai pas mes clés. Et j'habite à 20 minutes en vélo. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je cherche le gardien, je trouve pas le gardien. J'appelle mon tuteur, il me répond, il dit, bah, essaie d'appeler ce numéro, c'est le numéro du gardien. Au final, je réussis à avoir le gardien qui arrive 30 minutes plus tard, donc en gros 45 minutes de cours qui sont foutus en l'air, il s'est rien passé. Et il finit par ouvrir les vestiaires et j'ai pu faire en gros 30 minutes de cours parce que j'avais oublié mes clés au début d'année. Voilà, première anecdote. Deuxième anecdote, toujours en athlétisme, 3 fois 500, classe de seconde générale, donc c'est pré-éval, genre 6e ou 7e leçon, juste avant les vacances. Et c'était frites à la cantine le midi. Et là, évidemment, avec la charge en termes de ressources énergétiques, un petit vomito sur la piste, panique totale dans toute la classe. Ça fait vomir une autre élève. Donc, il y a 2 élèves qui se retrouvent à vomir. Moi, je suis mort de rire. Pour être tout à fait honnête, je rigole vraiment très fortement pendant cet événement. Et donc, j'essaie de remobiliser tout le monde. Et ça fait un moment de flottement. Et j'arrive tant bien que mal à refaire partir les élèves. Sauf que j'étais allé voir le gardien entre-temps qui avait mis un coup d'eau sur le vomi, mais il y avait encore une trace. Donc, les élèves qui se retrouvent à faire une boucle. Donc, en fait, ils font Pour l'éviter. un 525 mètres plutôt qu'un 500 mètres. Donc, en plus, ça biaise les temps, etc. Voilà, donc, grand moment de rire, mais de satisfaction personnelle parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, critère de réussite exceptionnel, l'élève a su se dépasser. Je sais pas vous, moi je dirais. La 2, elle me paraît plus fournie, plus vraie, tu vois. Ouais, moi aussi j'aurais dit que c'était la vraie. Moi, je connais la vraie. Il m'en a déjà fait part. Donc, La réponse Bah, dites-vous. Bah, la Qui est- deux. Ah, pour moi, la vraie, c'est la 2 et le mytho, c'est la première, celle où t'as oublié tes clés. Bah, vous avez tout bon. Mais effectivement, j'ai donné plus de détails sur la deuxième. Très bien, merci à toi. Est-ce qu'il y en a un autre qui a un mytho et une vérité? Ouais, on va vas-y. commencer gentil. Alors, première anecdote, on est en sport co, dans le gymnase. J'ai un élève qui vient me voir et en fait, il s'est arraché le pantalon. Donc, on voit tout son caleçon à l'arrière. Et là, tu fais comment? Tu pratiques pas? Il est en tenue de sport en même temps. tu lui Mais prêtes ton pantalon. c'est pas la tenue de sport adaptée. Donc, comment tu réagis? Première anecdote. Deuxième anecdote, pareil, une autre classe. C'est des élèves assez sympas. Et à chaque fois que je vais voir un groupe d'élèves, j'entends Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Donc, comment je fais? Et à la fin de la leçon, j'ai une élève qui vient me voir, qui me dit « Monsieur, vous êtes trop un Sigma Boy ». Je ne savais pas du tout ce que c'était, donc je suis allé rechercher. Et voilà. Donc, un Donc, Sigma comment- Boy, c'est un peu comment je réagis? un mâle alpha, voilà. Le garçon, l'homme suprême, quoi. Un peu Thomas, quoi. C'est un peu Donc tout. voilà. Je sais pas, moi je pense que le Sigma Boy, il peut pas l'inventer. Hein. Le Sigma Boy est Ouais, ininventable. Pour moi, c'est la vraie. Ouais, c'est vrai. Ah, bien joué. Mais très belle anecdote fausse. Bastien? Je me la joue un petit peu différemment. Je vais vous faire 2 vraies, une fausse, mais racontée très rapidement. La première, j'ai fait une séquence de basket. Première leçon, j'ai pas d'installation. Je me retrouve à faire basket sans panier. Ça, c'est la première. Deuxième, athlé, là, ça y est, il commence à refaire beau. On a fait du lancer de javelot. Je suis en train d'apprendre aux élèves à faire du lancer de javelot sans jamais avoir lancé un seul javelot de ma vie. Donc les démonstrations, je dis oui, c'est comme ça, je laisse faire les démonstrations, je ne les fais pas. Troisième anecdote, on est parti en déplacement UNSS pour faire une compétition. Avec mon collègue, on a mis la mauvaise adresse dans le GPS. On s'est retrouvé à 45 minutes du lieu, on était en retard. Et on est quand même allé à la compétition. Donc t'as 2 vraies et une fausse? 2 vraies, une fausse. Moi, je dis c'est dans l'ordre 2 vraies, une fausse. 2 premières vraies, la dernière fausse. Ok, intéressant. Moi, j'aurais mis 2 et 3 vrais. Moi je vais faire comme Léo. Donc les 2 premières vraies et la dernière fausse. Eh bien, la première vraie,
c'est le déplacement. On est parti au mauvais endroit. Non. Et ouais, les gars. Et ouais. 45 folie. minutes de route, on était en Non. retard. On regarde le GPS, on fait wow, on a mis la mauvaise adresse. En fait, on a mis le bon endroit, la bonne ville, l'Aigle. Sauf qu'il y avait l'Aigle, la ville, et l'Aigle, un hameau de l'Aigle. Et en fait, on n'a pas fait gaffe, on a mis le hameau, on arrive, on regarde le GPS, on fait ça, c'est bizarre, il n'y a pas de panneau qui indique l'Aigle, on n'est pas au bon endroit. La loose. À 10 minutes d'arrivée, on a dit bon, on a pris un petit peu l'avance, mais non, fait non. Et t'as pu faire la compète? Du coup, on a dû appeler les organisateurs de la compète, donc les académiques de Bad, carrément, en disant bah là, on. Attends, le pire, c'est pas que vous les gagnez en plus. Si. Ils auraient mieux fait de pas vous attendre. Mais là, on dit, on est désolé, on va être honnête, on s'est trompé de route, on est au mauvais endroit et on avait 45 minutes de retard. Donc on est arrivé à l'heure. L'organisation, ils avaient un petit peu de retard, donc on a pu quand même faire notre échauffement et au final, il se trouve qu'on gagne cette compétition. Et la deuxième Et attention, la deuxième vraie est, roulement de tambour, c'est le basket. Et J'ai ouais, fait une tout leçon bon. de basket. Ouais. Début, j'avais pas de panier. Du coup, j'étais là, juste mis des plots, on a fait des parcours, etc. Dribble, passe. Dribble, passe, c'est tout. J'aurais dû me douter que tu faisais pas de javelot. Pourquoi faire du javelot? Et par contre, je n'ai jamais fait de javelot. Moi aussi, ça va être très rapide. Première anecdote, j'ai un AESH qui a plié une roue d'un vélo. Deuxième anecdote, j'ai un AESH qui a fait des wheelings avec le vélo. À vous de trouver. Je pense qu'il a fait des wheelings et que en se réceptionnant sur sa Non, voie- c'est soit l'un, soit l'autre. Ok, la première fausse. Moi, je peux pas répondre. Bon, je pense qu'il a plié la roue. Il a plié la roue. Il a clairement plié la roue. On a essayé de la redresser, mais vraiment là, c'était mort. Et en fait, il a un AESH. C'est un AESH d'une élève qui est dans la classe et il a pris le vélo pour l'aider ou pour lui montrer quelque chose. Et en fait, je sais pas ce qu'il a fait. Il s'est arrêté, il a freiné, il est tombé et il a plié la roue. Je sais même pas exactement comment il a fait ça. Dommage. Merci les gars, du coup c'est la fin du jeu. Maintenant on va pouvoir passer à la dernière étape. Et là je vais vous demander du coup si jamais vous pouviez vous donner des conseils, si jamais vous pouviez vous parler avant d'avoir commencé cette première année de FSTG. Quels sont les petits conseils, les petits tips que vous auriez donnés? Le conseil minute. Moi, j'en ai un premier, c'est sur la programmation. En fait, j'ai eu la chance, et j'ai encore la chance, au sein de mon équipe, on choisit les activités un peu qu'on veut faire, on se les répartit, etc. au niveau de chaque vacances, parce qu'on change d'activité de vacances à vacances. Et au début d'année, ils m'ont laissé carte blanche sur les activités que je voulais programmer. Donc je me suis parti sur des activités que je maîtrisais, enfin plus ou moins. Donc je suis parti en relais vitesse avec 2 de mes classes. Et en fait, je me suis rendu compte que commencer l'année avec du relais vitesse, c'était horrible parce que y a pas mal de temps d'attente. J'avais pas de piste, donc je me suis créé 2 couloirs avec des coupelles, etc. On est dehors, comme tu disais tout à l'heure, Louis, il y a les bruits il y a des travaux moi à côté, il y a la tondeuse de temps en temps. En fait, c'était un carnage pour cadrer la classe au début. Et quand tu fais une entrée en matière comme ça, en fait, Oui, c'est pas c'est une pas bonne évident. relation directe Donc, avec les élèves. forcément, ce début d'année il était un petit peu difficile avec ces 2 classes-là. Ça s'est rattrapé au fur et à mesure. Mais ça a été beaucoup plus facile avec d'autres classes où j'ai commencé une année dans un gymnase. C'était beaucoup plus cadré, il y avait moins de déviance. Donc je pense que si c'était à refaire, je me mettrais dans un lieu un petit peu plus fermé pour pouvoir cadrer les élèves sur la première séquence. Et bah moi, ça va être un peu différent, mais je te rejoins sur un certain point, c'est que début d'année, comme je vous ai dit, 2 classes de 4e en demi-fond. Nous, on a 15 minutes aller, 15 minutes retour pour aller sur le stade. Donc on perd 30 minutes sur le cours, plus la prise en main, les vestiaires, etc. On a, entre guillemets, de la chance, c'est que nos élèves ne se changent pas. Donc on perd pas de temps sur ça. Bon. Voilà, mais du coup, ça pousse à vouloir à tout prix les mettre en activité, faire beaucoup de temps moteur. Le problème, c'est que sous 30 degrés, les élèves, ils n'étaient pas ravis. Donc forcément, tu es obligé de faire la police à chaque fois, de ramer un petit peu et être un peu moins exigeant peut-être au début sur le temps moteur, essayer de privilégier du qualitatif. Ça aurait peut-être aidé à avoir la classe, entre guillemets, à l'affectif plus rapidement, pour qu'ils puissent s'engager après par la suite. Depuis, ça s'est réglé, mais c'est forcément une entrée en matière qui n'est pas le top. Moi, les petits conseils que je me serais donné, ce serait n'hésite pas à appeler les parents. Mine de rien, la relation avec les parents, elle est super importante. Si jamais il y a quoi que ce soit. Cadre bien la gestion de classe, justement on en a parlé là, avec le système de couleurs qu'on a trouvé, ou même en fait en y réfléchissant, en passant du temps à discuter justement pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Et ensuite c'est détends-toi, parce que au final il faut arriver détendu avec le smile, et déjà je trouve que c'est important pour les élèves d'arriver de bonne volonté, de bonne humeur, c'est super important.
Et justement, tant qu'on essaie de faire de notre mieux, qu'on a préparé tout ce qu'il fallait, etc., c'est déjà bien. Et si on a, bien sûr, ça peut pas être que des réussites tout le temps. Il y a tout le temps des séances. Enfin, ça peut arriver à chaque fois, à n'importe quel moment de la carrière, je pense, de temps en temps, des séances qui se passent pas comme on veut. Et justement, c'est de ces séances-là, si on se remet en question, qu'on peut en sortir des bonnes choses. C'était un tuteur qui nous a dit ça aussi, mais les élèves difficiles nous forment. C'est ça aussi, c'est ces moments compliqués des fois. On n'est pas content de comment ça se passe, qui nous permettent de nous remettre en question. Quand tout va bien, en fait, on garde souvent la même chose et on change pas ce qu'on fait. Donc voilà, détends-toi et au final, tu vas voir, ça va bien se passer. Ce que je retiens par rapport à ça, c'est tu fais comme tu peux avec ce que tu as à l'instant T. Le but du jeu, c'est C'est de donner de tout ce que- s'améliorer pour la fois d'après. Mais par contre, sur le coup, tu as fait comme tu pouvais. Moi, je dirais, les conseils principaux que je me donnerais, ça serait de quand même prendre plus de temps en amont pour me faciliter la tâche pendant les leçons, notamment sur l'évaluation. Donc, d'avoir des outils mieux construits, en tout cas qui me permettent d'être plus efficace sur notamment les moments d'évaluation, parce que je me suis mis pas mal en difficulté sur pas mal de leçons. Avec quoi, des grilles trop complexes, c'est Non, ça? enfin, arriver avec des grilles que j'avais fait. Qui n'étaient pas super claires, ouais, c'est un ça? peu à l'arrache et un peu trop vite. Créer l'évaluation pendant qu'il s'échauffe. Ouais, non, mais bref, il y a des choses qu'il faut pas dire. Non, mais ouais, de vraiment faire des choses au dernier moment et ça met en difficulté. Là où du coup je compensais par l'énergie que je mettais, mais forcément c'est pas le plus confortable. Et garder peut-être une trace de manière un peu plus importante, à la fois de ce que j'ai fait dans la leçon et du bilan en termes de ressenti et de ce qu'ont fait les élèves pour avoir des retours un peu plus importants sur ça. En vous écoutant, ça m'a fait émerger un autre conseil que je pourrais me donner en début d'année, c'est accepte de prendre du recul dans ta leçon. En fait, j'étais dedans, j'avais ma prépa, tout bien rédigé, je me suis dit, il faut que ça tourne comme ça, t'es à fond dedans, tu suis les élèves. Et quand il y avait un petit couac, ça tournait mal, je me disais, mais c'est quoi le problème, pourquoi ça fonctionne pas, etc. Et en fait, des fois, en prenant du recul, tu te dis, bon, ok, c'était pas si important que ça tourne quand même. Et ça, je m'en suis rendu compte les premières fois où mon tuteur il est venu me voir. En fait, justement, il m'a dit voilà, c'est top parce que ça fonctionne trop bien, la classe elle est trop cool. Et en fait, j'avais pas perçu la classe de cette manière-là parce Ouais, que t'as la tête dans le guidon. c'est Et... ça. Et en fait, en prenant du recul, tu te dis ouais, c'est pas exactement comme tu veux, mais ça tourne bien. Et au final, ce que tu veux, c'est que ça tourne. Donc Voilà, prendre des du fois, recul. c'est bien de prendre du recul, même pour voir exactement ce que font les élèves et pouvoir mieux agir derrière. Est-ce que vous avez d'autres conseils? Non? Super. Je pense que c'est- Kiffer, c'est hein, pas mal. faut kiffer, c'est un Ouais, magnifique prendre du métier. plaisir. Ouais, et puis surtout la Pas se première. mettre trop la pression. Pour terminer, moi je dirais aussi, s'il y a un moment pour faire des boulettes, c'est là, parce que en fait, on a le statut FSTG. On a le statut FSTG, justement, personne va nous en vouloir parce que on est FSTG et du coup, c'est le moment de tenter des choses. Donc, faut tenter, c'est pas grave si on rate à certains moments. Merci à tous en tout cas pour ce deuxième épisode Merci. de Parlons EPS. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, raconter vos anecdotes justement en classe, s'il y a des choses qui se sont bien ou mal passées. On se retrouve pour le prochain épisode et à bientôt. Ouais, Au à revoir. bientôt.